Ravi de vous retrouver sur les antennes de Chérif la télévision. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information. L'Alliance de la Confédération des États du Sahel, AES, a officiellement créé sa banque régionale d'investissement, appelée Banque confédérale pour l'investissement et le développement de l'Alliance des États du Sahel, BCI de AES. La validation et la signature de ces statuts donnent une existence juridique à un outil présenté comme central pour le financement du développement dans l'espace sahélien. Suite à cette création de la BCI de AES, beaucoup de spéculations ont enflammé les réseaux sociaux ainsi que la toile en vue d'éclairer la lanterne de l'opinion publique nationale que l'une de nos équipes de reportage s'est intéressée au dossier réalisé par Amadou Kamara et Draman Mali. La Banque confédérale pour l'investissement et le développement de l'Alliance des États du Sahel, BCID-AES, a pour mission de mobiliser des ressources souveraines et de financer des projets considérés comme prioritaires par les 3 États membres de l'AES. Ces projets couvrent plusieurs secteurs structurants selon nos interlocuteurs, notamment les infrastructures routières et le désenclavement, l'agriculture et la sécurité alimentaire, l'énergie et les interconnexions régionales, ainsi que l'appui aux entreprises privées, en particulier pour les projets alignés sur les priorités nationales. La création de la Banque confédérale d'investissement et de développement, c'est un événement majeur dans l'espace AES. Il faut savoir qu'une banque d'investissement a pour objectif, c'est pour le lever des fonds, et s'occupe d'intermédiation et encore des occupations qui relèvent dans le domaine bancaire, ce qu'on appelle les opérations qui ont trait au haut des bilans. C'est-à-dire que ça, c'est quoi? Ça, c'est l'émission des titres de créance, et l'émission aussi des titres de propriété, c'est-à-dire que ça peut être les bons ou bien les actions. L'introduction aussi à la bourse, l'intermédiation, les conseils. Généralement, quand on voit à travers le monde, et les banques d'investissement, même avant, étaient divisées surtout en 2 branches. Ceux qui faisaient les finances des entreprises et ceux qui intervenaient sur le marché financier. Mais ces 2 compréhensions sont maintenant unies, généralement dans les mêmes banques. Et donc, si vous voyez le rôle de la banque d'investissement, ça peut aussi porter beaucoup de conseils pour les entreprises et les États. Ça peut aider aussi dans les fusions-acquisitions. C'est-à-dire que s'il y a des sociétés qui veulent s'unir, ou bien dans les appels d'offres, ces banques-là peuvent intervenir dans ça. C'est-à-dire que les offres publiques d'achat, ce qu'on appelle les OPA, les offres publiques d'échange, et les offres publiques de vente. Donc, ces banques-là ont des centres d'action très élargis. La Confédération de l'Alliance des États du Sahel, qui regroupe le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont approuvé les statuts d'une banque confédérale d'investissement et de développement. Cette banque, institution financière, va être le bras armé de la Confédération de l'AES. Donc, comme vous l'avez dit, c'est en décembre, si je ne m'abuse, je crois que c'est le 11 décembre 2025, que les statuts ont été approuvés, donc créant effectivement sur le papier la banque, qui n'est pas opérationnelle encore. Il y a peut-être amalgame, parce que cette banque, le siège de la Banque confédérale d'investissement et de développement, est logé dans l'ancienne Banque centrale du Mali, qui était l'ancien institut d'émission qui fabriquait, qui émettait le franc malien. C'est peut-être là qu'il y a peut-être des amalgames. Mais une banque d'investissement, c'est une banque, contrairement aux banques commerciales, ne prend pas de dépôt, qui appartient à ses actionnaires, qu'on appelle les souscripteurs. Et vous savez, le capital de la Banque confédérale d'investissement et de développement a été fixé initialement à 500 milliards de francs CFA. Donc ce sont les 3 États qui vont concourir à mettre en place ce capital, qui ne sera pas appelé entièrement. Donc en fonction des besoins, les États vont mobiliser le capital
pour le mettre à la disposition de la banque. Donc pour opérationnaliser la banque, il faut déjà nommer le personnel de la banque, mais aussi il faut mobiliser les ressources financières et les ressources techniques aussi. Donc il va falloir avoir aussi une feuille de route qui va permettre de définir la ligne politique de la banque, mais aussi le modèle économique de la banque. Parce que est-ce que le capital sera ouvert à d'autres pays non membres de l'AES? Est-ce que le capital sera ouvert à d'autres institutions financières, aux fonds souverains, etc. Donc ça, on le saura par la suite. Cette initiative marque une avancée significative vers l'indépendance financière des pays de l'AES. La création de cette banque illustre une volonté de s'affranchir des financements internationaux et d'affirmer la souveraineté économique de l'espace confédéral. Comme ça a été dit, c'est pour surtout la réalisation des projets structurants, aider à développer le secteur agricole, le secteur minier et à booster le développement même de l'espace AES. Bon, quand on prend une banque, comme nous sommes dans l'UEMOA, on peut parler par exemple de la BCEAO. Quand on parle d'une banque centrale, c'est une institution financière qui est chargée surtout du contrôle de la monnaie. Ça peut être d'un État ou bien d'un ensemble d'États, comme je l'ai dit, nous sommes dans l'espace BCEAO. Et la quantité de la monnaie en circulation qui a trait directement à la politique monétaire. Donc c'est cette banque qui est chargée de la ramification monétaire, comme on l'appelle, c'est-à-dire de la conception des billets, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire que les billets des banques ou la monnaie divisionnaire et les pièces de monnaie. Donc c'est elle qui est chargée de l'émission, c'est elle qui est chargée de la distribution de la monnaie, parce qu'il ne faut pas confondre la création monétaire en soi avec l'émission monétaire. C'est-à-dire que l'émission monétaire relève des prérogatives de la Banque centrale, parce que c'est à elle qu'appartient l'argent. Cette 4e édition parle de la Banque centrale et de la banque d'investissement. Donc les deux banques, leur rôle et les différences. Et je donne aussi des exemples de banques d'investissement qui sont dans l'espace de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Donc une banque d'investissement finance les projets structurants, les projets importants qui permettent de développer le pays. Donc nous pouvons citer parmi ceux-là les projets concernant l'industrie, concernant les transports, concernant aussi les infrastructures de base. Par exemple, si on veut créer des aéroports, si on veut créer des zones industrielles, des agropoles, etc. Tout ce qui peut bénéficier aux 3 pays, à l'ensemble des 3 pays, que ce soit des projets publics ou des projets privés, mais il faut que ce soit des projets d'envergure sous-régionale, c'est-à-dire qui permettent de faire la jonction entre les 3 pays, parce que l'objectif de la Confédération à terme, c'est d'aller vers une union économique et monétaire, c'est de fluidifier les échanges entre les 3 pays, mais aussi c'est de faire accroître la production des 3 pays, de la diversifier et de la transformer, c'est-à-dire créer de la valeur ajoutée pour pouvoir ensuite vendre à l'extérieur, consommer une partie et vendre le surplus à l'extérieur. Et donc c'est cela qui va permettre d'apporter la prospérité pour les 3 pays. Mais une banque centrale, son objectif c'est de mettre en œuvre la politique monétaire. Et la politique monétaire concerne le contrôle ou la régulation de la masse monétaire, c'est-à-dire les billets et les pièces qui sont dans le système bancaire. Donc c'est ce qu'on voit physiquement, mais c'est ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire, mais ce qu'on ne voit pas aussi, qui passe par les écritures, qui est la plus grande partie de la masse monétaire, qu'on appelle la monnaie scripturale, la monnaie électronique, c'est-à-dire les chèques et puis tout ce qu'il y a dans les comptes bancaires. Ça, c'est la grande partie de la masse monétaire. C'est la banque centrale qui contrôle cela. C'est elle qui fabrique les billets de banque et les pièces de monnaie. Donc vous voyez que ça n'a rien à voir avec une banque d'investissement. Bon, dans le cadre de l'AES... Cependant, malgré l'ambition de ce projet innovant et souverain, le capital initial de 500 milliards de francs CFA pourrait s'avérer insuffisant face aux multiples besoins colossaux des États du Sahel. Attirer des investisseurs privés et assurer une gestion transparente seront essentiels pour la réussite du projet de la Banque d'investissement confédérale de l'espace
sahéliens. Notons qu'avec cette belle initiative, l'AES franchit une étape importante vers une autonomie économique accrue. Reste à voir si cette institution parviendra à mobiliser les ressources nécessaires pour transformer durablement la région du Sahel. L'avenir nous en dira plus. Je vous amène cette fois-ci dans le monde école. La baisse du niveau des élèves est un problème complexe lié à plusieurs facteurs, notamment le manque de moyens pédagogiques, un suivi parental insuffisant, l'influence des réseaux sociaux, entre autres. Dans le souci de remédier ces phénomènes, une de nos équipes de reportage est allée à la rencontre de quelques acteurs clés de l'éducation. Suivons Korotoum Diabaté et Abdoulaye Sogodougou. De nos jours, le système éducatif devient de plus en plus préoccupant, dû à la baisse du niveau des élèves, entre le manque de suivi parental, le manque de lecture, les réseaux sociaux, l'inscription tardive des enfants, le pléthore dans les classes. Plusieurs facteurs sont à l'origine de ce phénomène. On a tendance à voir aujourd'hui que les enfants sont inscrits très jeunes, souvent en première année, même 3 ans, 4 ans. Donc ça, c'est un premier facteur. Donc le deuxième facteur, on pourra dire également que les élèves ne lisent plus. Donc vous pouvez trouver un enfant malien qui va de l'école jusqu'à la fin de ses études, il ne lit pas 2 livres entiers. Donc ça, c'est un gros problème. Donc il faut qu'on revienne à la lecture. Et en troisième position, moi, je dirais que les parents ont baissé les bras. Les parents ont baissé les bras. On ne regarde plus les cahiers des enfants, on ne leur fait plus répéter à la maison. Donc ce sont ces différents facteurs qui font que le niveau est en train de baisser considérablement. Donc, pour y remédier, moi je pense qu'il faudrait d'abord revoir l'âge de scolarisation de l'enfant. Un enfant ne peut pas aller à l'école classique à partir de 4 ans, 3 ans. Aussi que les parents regardent, veillent sur les dossiers scolaires des enfants, sur leurs devoirs et tout ce qu'ils font. Donc moi je pense que si on faisait cela et on les faisait lire également, c'est à travers la lecture qu'on peut découvrir le monde. Donc la lecture est un moyen essentiel pour rehausser le niveau des enfants. À leur tour, certains de nos interlocuteurs invitent les parents d'élèves à suivre de près les élèves et étudiants avant de proposer quelques pistes de solutions aux établissements d'enseignement afin de rehausser le niveau des élèves et étudiants. Et à notre niveau, nous avons classé le problème en 3 niveaux. D'abord, la première, c'est la responsabilité des parents. Nous avons compris dans ces derniers temps qu'une fois que les enfants arrivent au niveau du lycée, que les parents pensent que son suivi est arrivé à bon port. Ils pensent que déjà l'enfant est mature et du coup, le minimum de pression que les parents font par rapport sur les enfants, les parents ne font plus ça. C'est ce qui fait que réellement, tant qu'on ne suit pas les enfants de 15 ans, de 13 ans, de 14 ans, ils abandonnent complètement. Donc tout ce qui est condition d'amélioration du niveau des enfants, tout ce qui est conditions d'apprentissage des enfants, vous allez voir que ces conditions ne sont pas réunies. Et l'autre volet qui s'ajoute un peu à ça, c'est le pléthore dans les classes. Vous allez vous rendre compte encore une fois de plus que dans certaines écoles second cycle, ou tout premier cycle, il y a le pléthore. Les effectifs de 100, de 120, et face à un seul professeur, je pense que c'est vraiment, le professeur se trouve un peu incapable d'encadrer tout ce beau monde-là. C'est ce qui fait que réellement, il y a des gens qui échappent à son contrôle. S'il faut qu'un professeur encadre jusqu'à 100 élèves, jusqu'à 200 élèves, c'est vraiment compliqué pour lui. En ce qui concerne nous, Toubakoro, les écoles Toubakoro, nous avons envisagé un certain nombre de mesures, parmi lesquelles nous pensons réellement, et nous avons vu ces résultats-là. Nous avons procédé tout de suite avec l'aval du directeur général, nous avons pris une décision d'interdire l'utilisation du téléphone dans notre établissement. Nous avons complètement interdit le téléphone. Nous avons compris réellement, tant que les enfants n'utilisent pas le téléphone à l'école, ils se donnent au travail. Et quand les enfants amènent le téléphone à l'école, c'est le contraire. Et l'autre mesure qu'on a réellement ajoutée à ça, c'est les mesures de contrôle. Nous avons mis en place un système dans lequel, tous les jours, sans exception, nous faisons l'appel en ce qui concerne la régularité des enfants.
Voilà. Et le troisième mesure qu'on a vraiment troisième décision qu'on a pris pour que vraiment on puisse relever le niveau des enfants, c'est les cours de remédiation. Vous allez comprendre qu'à Toubakoro, chaque année, une fois que nous partons en congé, tous les élèves moyens, sans exception aucune, nous organisons des cours de remédiation pour eux. Et cette année, le nouveau volet qu'on a ajouté un peu à ça, cette année, nous avons décidé, c'est pas d'aller en congé. Dès maintenant, dès ce mois de février, nous avons mis en place un système de cours qu'on appelle le cours de remédiation. Il faut aussi inciter les enseignants vraiment à aimer ce métier-là, à aimer l'enseignement. Et les enfants aussi à aimer, et les parents qui aiment comment pousser leurs enfants à bien travailler et à bien étudier. Parce que tu trouveras qu'il y a des enfants qui viennent, tu trouveras qu'ils n'ont même pas mangé. Tu trouveras que des enfants ils n'ont même pas les moyens pour subvenir aux fournitures scolaires de leurs enfants. Il faut aussi aimer, il faut que les enfants aiment travailler, aiment venir à l'école, étudier. Cependant, il est nécessaire que tous les acteurs de l'éducation, y compris parents d'élèves, élèves et étudiants, s'impliquent davantage dans l'apprentissage afin de rehausser le niveau des apprenants. Toujours dans le monde école, pour le directeur du centre d'animation pédagogique de Kati, plusieurs phénomènes sont à la base de cette baisse des niveaux des élèves. Après avoir énuméré quelques causes, des pistes de solutions sont proposées. Écoutons à présent M. Ousmane Traoré de Cap de Kati au micro de Korotoum Diabaté et Abdoulaye Sougoudou. La baisse du niveau des élèves est une réalité préoccupante, affectant du coup la qualité des ressources humaines du pays. Ces phénomènes se manifestent généralement par des difficultés croissantes des élèves lors des examens nationaux. Et plusieurs causes sont à la base de ces phénomènes. Parmi ces causes, il peut y avoir des causes internes, c'est-à-dire des causes qui sont liées à l'élève lui-même, qui sont en rapport avec les conditions psychologiques de l'enfant. Par exemple, le manque de besoins, d'intérêt et de motivation peut influencer négativement la performance scolaire de l'élève. Il y a également des facteurs externes qui sont généralement liés aux conditions d'infrastructure pédagogique et environnementale. Sur le plan structurel, il peut s'agir par exemple de l'insuffisance des salles de classe avec des effectifs assez élevés, ce qui crée des conditions difficiles pour le travail pédagogique pour l'enseignant. En dehors de cela, il y a également les manques de matériel didactique et pédagogique qui sont des conditions défavorables au processus d'enseignement-apprentissage. Sur le plan pédagogique, les facteurs scolaires comme par exemple le manque de formation continue des enseignants, voire même des formations initiales. Il s'agit souvent des enseignants qui n'ont pas reçu de formation dans une école de formation des maîtres. Si on les met en classe pour prendre en charge une classe, ça crée beaucoup de difficultés, donc impactant négativement sur la performance des élèves. Sur le plan environnemental, vous savez, l'environnement compte beaucoup dans l'apprentissage. Alors, un élève qui se trouve dans un environnement peu stimulant, où l'enfant ne bénéficie pas beaucoup d'apport, d'appui des parents d'élèves à la maison, par exemple pour les exercices à domicile qu'on donne à l'enfant, si l'enfant ne trouve pas quelqu'un à côté qui peut l'aider à résoudre ses problèmes, à traiter ses exercices, donc il va avoir des effets sur la performance de l'élève. Généralement, l'enseignant ne peut pas tout faire en classe et il doit bénéficier de l'appui des parents d'élèves pour qu'il puisse bien faire son travail. Et généralement, certains parents d'élèves qui ont assez de moyens et recrutent des répétiteurs ou des enseignants qui donnent des cours à domicile qui peuvent aider favorablement l'élève. Mais si l'élève qui ne bénéficie pas de cela, ne peut pas avoir la même performance que celui qui bénéficie de cet appui.
Pour résoudre ces problèmes, des problèmes qui sont liés à la formation de l'enseignant, nous suggérons que les enseignants soient formés de façon continuelle. Sur le plan de recrutement, on doit revoir les conditions. Bien vrai que l'État fournit beaucoup d'efforts dans ce cas, mais du fait qu'il n'y a pas suffisamment d'enseignants, des fois les villages ou les communes sont obligés de recruter des enseignants pour prendre en charge. Donc ces enseignants qui ne sont pas issus d'une école de formation de maîtres doivent être encadrés et formés pour qu'ils puissent avoir les niveaux minimum en pédagogie pour enseigner. Sur le plan structurel ou infrastructure, nous demandons dans ces cas la construction de nombre suffisant de salles et de structures d'accueil pour les élèves. Au plan social, pour résoudre le problème d'accompagnement de l'élève, nous demandons l'implication des parents d'élèves pour aider les élèves, les suivre à la maison pour qu'ils puissent bien travailler. Nous avons constaté également que les écrans jouent négativement sur la performance des élèves parce que beaucoup d'élèves passent plus de temps à regarder la télé, passent plus de temps à regarder l'ordinateur ou les téléphones, qui peut impacter sur le temps que l'élève consacre à l'apprentissage. Bien, donc nous lançons un appel aux partenaires de l'école, aux parents d'élèves, à toutes les personnes de bonne volonté de s'impliquer à la gestion de l'école. D'autant plus que le gouvernement seul ne peut pas tout faire, les enseignants à leur niveau et aussi ne peuvent pas tout faire, et les parents d'élèves également. Donc dans ce cas, il faut la conjugaison des efforts des uns et des autres pour nous permettre d'avoir des élèves qui sont à la hauteur, nous permettant d'avoir des bons citoyens de demain pour la construction de notre pays. Direction Côte d'Ivoire, le fils du guide spirituel des Ansar, Assid Chérif Iba Aïdra, affectueusement appelé DGP, séjourne sur le sol ivoirien en tournée de prêche et de sensibilisation sur la religion musulmane, et cela à la demande des militants du pays. Il a pris son bâton de pèlerin pour la destination de Agoville après plusieurs localités afin d'animer un prêche à la demande des militants Ansar de la ville. Correspondance Diakarija Dambélé, Kafne Bachili pour le commentaire. DGP et ses compagnons sont à Agboville, en République de la Côte d'Ivoire. Pour leurs circonstances, ils ont été reçus et accueillis avec tous les honneurs dignes de leur rang à travers un accueil chaleureux qui leur a été dédié. Juste après son entrée dans la ville, Seyd Chérif Iba Aïdra s'est prêté à une tradition ancrée et respectée par la famille chérifienne. Il s'agit de la traditionnelle visite de courtoisie et de prise de contact auprès des personnalités politiques, religieuses et coutumières. Ainsi donc, il a été respectivement reçu par le maire de Agboville, le sous-préfet et l'imam de la ville. Par ailleurs, le fils du guide spirituel des Ansar a animé une soirée de prêche à Agboville. Il était Ansar et sympathisant sortis en nombre important pour assister à cette grande cérémonie de prêche. Je commence toujours à remercier, tout d'abord à remercier le bon Dieu qui a permis que nous soyons des acteurs de cette séance de prêche. Après avoir salué le Créateur, comme mon prédécesseur l'a dit, nous allons remercier infiniment le guide Assid Chérif Iba Aïdra qui, grâce à lui, aujourd'hui, on a pu avoir son fils pour venir vraiment nous parler de Dieu, pour venir nous mettre sur le droit chemin, interpeller ceux qui sont égarés à prendre le droit chemin. Alors, donc, aujourd'hui, lorsqu'il est rentré dans la ville, nous sommes partis l'accueillir à la rentrée. On a traversé la ville avec lui pour nous rendre chez le premier magistrat de la ville, qui est le maire. Et ce dernier a été très honoré. Et il a signifié ça. Et après avoir nous dit merci énormément, il nous a accompagnés sur le sous-préfet, qui n'est pas resté en marge également. Et après tout cela, nous avons rendu visite au grand imam, qui est le représentant local de Kozim, qui d'ailleurs était malade.
Alors, après avoir vu la présence du fils de Tite, l'imam nous a fait savoir que vraiment il se sent très 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 bien dans sa peau. Voilà, donc nous avons remarqué une liesse populaire, comme si c'était un président qui rentrait dans la ville. Alors donc nous remercions Dieu qui a permis que nous soyons des musulmans et en plus qui a permis que nous suivons le guide et ses enfants. Alors si nous travaillons dans le droit chemin, nous vivrons en paix sur cette terre et également nous allons avoir le paradis comme il a dit. Donc vraiment nous ne cesserons jamais de dire merci. Merci à Assel Chérif Ousmane Madang Haïdara qui n'a ménagé aucun effort pour, depuis le Mali à Bamako, elle a resté là-bas pour redresser des familles, pour redresser des enfants qui n'obéissaient pas à leurs parents, pour redresser des hommes qui n'étaient pas honnêtes entre leurs femmes. Également, grâce à lui, aujourd'hui, nos femmes sont soumises. Vraiment, nous lui disons merci, merci infiniment, et que le droit chemin qu'il a tracé pour nous, que nous vivons sur ce droit chemin, et que nous retrouvons Dieu sur le même chemin. Pas de quoi. Très ému de retrouver les fidèles disciples et admirateurs de la famille chérifienne, le fils du président de la fêtière islamique du Mali a adressé sa profonde gratitude aux Ansar pour leur hospitalité avant de prêcher l'islam pour les fidèles musulmans. La prestation des 6 sermons de la Baya, suivie de la formulation des bénédictions, ont mis fin à la soirée de prêche à Agboville. Après l'actualité chérifienne, suivons celle de l'international commentée par Kafne Bachili. En 2025, le Ghana a versé 1,47 milliard de dollars pour régler les dettes de son secteur énergétique et établir la garantie de la Banque mondiale essentielle à la confiance des investisseurs. Selon le ministre des Finances, Cassiel Afo-Forson, près de 600 millions de dollars ont été remboursés pour la garantie partielle de risque épuisée sous l'administration précédente. À son arrivée en janvier 2025, le président John Dramani Mahama a trouvé un secteur au bord de la crise, fragilisé par des années d'impayés de gaz destinés à la production d'électricité, notamment depuis les champs offshore de Cap Freepoint. Le gouvernement a aussi réglé 480 millions de dollars de factures impayées à Eni et Vitol, ainsi que 393 millions de dollars dus aux producteurs indépendants d'électricité. Le ministre des Finances assure que l'ère de l'accumulation incontrôlée de la dette est terminée et que le secteur énergétique est désormais stabilisé. En Ouganda, alors que les élections présidentielles approchent à grands pas, le principal candidat de l'opposition, Bobi Wine, poursuit sa campagne. L'homme de 43 ans s'est rendu dans les bidonvilles où il a grandi, Kamwonkia, situé au nord-est de Kampala, la capitale. Robert Kyagulanyi, de son vrai nom, se présente pour la deuxième fois à la présidence après sa campagne de 2021 qui s'est soldée par une défaite. Depuis le début de son engagement, Bobi Wine est la cible de violentes attaques, de menaces et a été arrêté à plusieurs reprises. L'ancien chanteur a débuté sa carrière politique en 2017 lors des élections législatives dans la circonscription de Kiadondo. Depuis, il se présente comme un fervent opposant au régime de Yoweri Museveni au pouvoir depuis 1986. La Somalie a annoncé lundi 12 janvier l'annulation de l'ensemble des accords conclus avec les Émirats arabes unis, y compris les accords bilatéraux de coopération en matière de sécurité et de défense. Cette décision intervient dans un contexte de tensions liées à la reconnaissance par Israël de l'indépendance au Somaliland, territoire séparatiste dont Mogadiscio revendique la souveraineté. Dans une déclaration officielle, le gouvernement somalien précise que
que tous les accords impliquant les institutions fédérales, les entités affiliées et les administrations régionales opérant sur le territoire somalien sont annulés. La décision fait suite à des rapports crédibles et à des preuves convaincantes d'actions hostiles portant atteinte à la souveraineté nationale, à l'unité territoriale et à l'indépendance politique du pays. Sont notamment concernés les ports de Berbera au Somaliland, de Bosaso au Puntland nord-est et de Kismayo au Jubaland sud-ouest, ainsi que les accords passés avec les administrations régionales. Les Émirats arabes unis sont également soupçonnés d'avoir facilité la fuite du chef des séparatistes yéménistes vers Abu Dhabi en utilisant des ports somaliens, ce qui a conduit les autorités locales à ouvrir une enquête sur l'usage présumé non autorisé de l'espace aérien et des infrastructures nationales. Prétendre au poste de secrétaire général à condition de présenter une candidature crédible et dotée d'un rayonnement international. N'aie pas honte à mettre les mêmes vêtements, à ne pas avoir le dernier portable ou à voyager avec une vieille voiture, car la honte, c'est faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas. C'est par ces quelques conseils que nous venons au terme de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous.